matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les principaux-titres de l'actualité de ce mercredi 12 septembre. Et l'actu, c'est aussi ce chiffre choc. 3 millions de personnes, dont 1,5 million de salariés, souffrent encore aujourd'hui d'illettrisme. Thierry Lepan, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien secrétaire général de la CGT, aujourd'hui délégué interministériel à la langue française pour la cohésion sociale. Déjà, qui sont ces Français qui ont tant de mal à lire et écrire? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, toutes les classes sociales et tous les âges sont concernés. Oui, toutes les classes sociales, tous les âges, mais il y a quand même deux courbes qu'il faut analyser. La courbe de la pauvreté et la courbe de l'illettrisme. La France est coupée en deux. Au nord, c'est plus grave qu'au sud. Ah oui, et géographiquement déjà il y a... Oui. Et quand on regarde région par région, on s'aperçoit que les deux courbes, celle de la pauvreté et celle de l'illettrisme, sont parallèles. Voilà. Donc il y a un lien direct. Et je ne parle évidemment. pas des Outre-mer où c'est catastrophique. Pour d'autres raisons, y compris des raisons historiques. Quel est le département où il y a le plus d'illettrisme en France aujourd'hui? La région, c'est l'Hauts-de-France. Hauts-de-France, dans les Hauts-de-France. Hauts-de-France, Normandie. Et Parce Varroc. qu'il y a un peu des clichés où on pensait que l'illettrisme concernait plutôt les personnes âgées, plutôt les banlieues et les campagnes. Ce rapport, en l'occurrence, c'est pas du tout ça. C'est ça dont on s'aperçoit. C'est pas du tout ça. C'est partie des clichés. Voilà. Ouais. On se rassure parfois en disant que ce sont les autres. En fait, c'est pas ça du tout. Il y en a qui vivent dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, et il y en a la moitié qui sont en zone rurale. Et d'ailleurs, c'est pas les mêmes populations. Voilà. C'est pas les mêmes gens, si vous me permettez l'expression. Et les raisons qui les ont conduits à être dans cette situation ne sont pas forcément les mêmes. Voilà. Il y a une multitude de raisons qui aujourd'hui conduisent, ou ont conduit les gens, alors d'une part à ne pas apprendre, mais aussi à désapprendre. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir un diplôme de niveau 4, de niveau 5, quand on a 20 ans, trouver une activité professionnelle qui ne soit pas en relation avec son éducation, avec ce pourquoi on a travaillé pour avoir son diplôme, et 5, 6, 7, 10 ans après, au moment souvent d'une restructuration lourde, on se rend compte que les gens ont perdu leurs acquis et ils ne savent plus lire, plus écrire, plus compter. Et là, c'est là où on désapprend en fait à lire. Exactement, comme on peut apprendre, on peut désapprendre. Et alors, quelles sont les conséquences concrètes de l'illettrisme sur la vie quotidienne? On imagine qu'elles sont terribles. C'est terrible. C'est un handicap quotidien. Ils ont des stratégies de contournement. Ce sont des gens qui souvent sont extrêmement intelligents. Ils savent faire des choses que nous ne saurions pas faire. Ils ont d'autres points de repère. Ils ont d'autres habitudes. Le problème, c'est quand on change leurs repères, quand on change leur habitude, forcément, ils n'ont pas les mêmes outils que nous pour pouvoir se diriger, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir comprendre, y compris ce à quoi ils sont parfois confrontés. Et il doit y avoir un phénomène aussi de honte, j'imagine, en tout cas une culpabilisation, et alors, ils essayent de le cacher peut-être. Oui, très peu de gens vous disent voilà. Je suis en situation d'illettrisme, parce que c'est difficile à dire. D'abord, illettrisme, un mot barbare, Ouais. enfin 2 L, 2 T, préfixe il, c'est difficile de faire pire que ça, quoi. Bon. Mais au-delà de ça, les gens sont culpabilisés d'être dans une situation dite inférieure aux autres, et c'est difficile. Alors c'est difficile à la fois pour ceux qui sont dans l'emploi, pour les salariés, parce que c'est difficile d'aller voir son employeur pour lui dire je ne sais plus lire, je ne sais plus écrire, je ne sais plus compter, il faut m'aider. Mais c'est difficile aussi pour l'employeur, parce que c'est dire à ses clients je fais les meilleurs produits du monde avec des gens qui savent pas lire et écrire, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Et Varroc. Quelle est la mesure prioritaire d'après vous, à la fois du côté de l'État et à la fois du côté des entreprises? Alors du côté de l'État, c'est un peu ce qui se fait en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai coutume de dire que pour vaincre l'illettrisme, il faut arrêter d'en produire. Voilà. On sait aujourd'hui qu'un enfant entre 4 et 5 ans, même s'il est scolarisé, peut être en immense difficulté. Et on sait que ces difficultés initiales va le poursuivre tout au long de la vie. Voilà. Et donc le fait de couper les classes en deux et de mettre des enseignants pour les plus petits groupes, ce que fait le ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui, c'est une bonne mesure. Voilà. Donc ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Voilà. Après, il faut dans l'entreprise que la loi soit respectée. Voilà. Et je veille en ce moment à ça. C'est-à-dire, quelle est la loi? Alors, la loi dit que l'employeur doit maintenir le niveau de compétence et de connaissance des salariés tout au long de son parcours professionnel. Donc quelqu'un qui est rentré avec un CAP normalement ou un BEP il y a 5 ou 6 ans devrait pouvoir avoir l'équivalence aujourd'hui en termes de qualification et en termes de connaissances, notamment sur lecture, écriture, calcul. Voilà. Donc ça veut dire de la formation tout au long de sa carrière. Ça veut dire de la formation tout au long de sa carrière professionnelle. Et puis vous savez, quand on regarde les bilans de formation des entreprises, notamment les grandes entreprises dans notre pays, vous pouvez apprendre le mandarin, l'anglais, l'allemand, l'arabe, tout ce que vous voulez. Bon. Il y a très peu d'entreprises qui ont aujourd'hui une ligne dans le plan de formation qui vise à dire maintien et acquisition des compétences en lecture, calcul, écriture, en français. Thierry Lepan, il y a un autre problème qui surgit, l'électronisme.
Oui. Qu'est-ce que c'est que l'électronisme? Alors d'abord un chiffre, il y a 13 millions, on estime à 13 millions de personnes dans notre pays, les gens qui ne savent pas envoyer et recevoir un mail. C'est ça, voilà. Bon. C'est pouvoir maîtriser simplement ce qu'on appelle aujourd'hui les outils numériques. Voilà. 13 millions de personnes, imaginez simplement que si la Poste décidait de supprimer 13 millions de boîtes aux lettres dans notre pays. Voilà. Et c'est ce à quoi on va être confronté avec les réformes administratives, puisque les gens vont devoir faire de plus en plus appel au clavier et à l'écran pour être des citoyens à part entière. J'imagine que ça concerne plutôt les gens plus âgés, parce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ça? C'est encore un cliché. Ah, encore un cliché. Décidément. Ça concerne. Ah bah oui, ça nous tient, vous savez. Non, c'est encore un cliché. Forcément, vous avez en partie raison. Forcément, moi, ma mère a 82 ans. Si je lui dis tu vas recevoir un mail, elle va me demander ce que je veux lui dire. Bon. Mais on peut être très jeune, savoir utiliser un smartphone, par exemple, envoyer des textos, des choses comme ça, et ne pas savoir envoyer et recevoir un mail. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner rapidement maintenant à des circuits de formation, et peut-être aussi simplifier l'outil. Voilà, c'est-à-dire que on est encore aujourd'hui avec des outils qui sont complexes. Peut-être qu'on peut travailler à l'utilisation de claviers plus simples qui permettent à la fois d'être connectés et en même temps pas encombrés avec tout ce qui nous encombre au quotidien sur nos ordinateurs. D'être tous égaux devant le numérique. Merci beaucoup Thierry Lepant d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1 ce matin.